Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Alors avant de commencer, nous vous souhaitons une très belle et sereine année 2022. Merci beaucoup et je vous retourne mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que j'espère pleine de projets et de réalisations bien sûr. Nous allons y travailler. Alors justement, en ce début d'année, je me réjouis de donner la parole à ceux qui sont en première ligne dans les établissements avec les élèves. Sur le chemin de la coéducation, l'école prend le relais. Et si être professeur en 2022, c'était trouver la posture la plus ajustée pour accompagner nos jeunes aujourd'hui? Un défi à relever chaque jour en accueillant ses élèves et quelle que soit la discipline enseignée. Ce métier ne cesse d'évoluer et parfois les changements qui se profilent sont déroutants. Quand la complexité s'entremêle avec la flexibilité, la créativité et le numérique, cela peut bousculer nos repères et nos pratiques même. Engagé dans l'éducation et le professorat depuis 21 ans, mon invité du jour vit son métier comme une passion. Professeur de mathématiques, enseignant-chercheur au Graines, dirigé par Pascal Toscani, titulaire d'un DU en neurosciences, référent pour la formation des suppléants du second degré à la DEC d'Alsace, référent d'un groupe de travail sur l'attention en lien avec Jean-Philippe Lachaud, qui est neurobiologiste et chercheur en neurosciences. Autant dire qu'on a une trajectoire professionnelle très riche et qui va nourrir notre questionnement. Je suis ravie d'accueillir pour EducCare Laurent Bescon. Bonjour Laurent et bienvenue. Bonjour, je suis également ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager effectivement ma trajectoire, mon chemin, mon cheminement et les projets qui me tiennent à cœur en ce moment. Alors justement, je vous remercie moi d'avoir accepté cette invitation au voyage. Vous allez nous emmener dans un territoire qui peut parfois paraître fermé, dont les frontières ne semblent pas complètement définies, le monde enseignant. Alors, au regard de votre parcours, j'ai envie de vous poser une question assez classique. Qu'est-ce qui vous a mis sur la route de l'enseignement? Et devenir prof de maths, c'était une évidence quand vous avez eu votre bac en poche? C'est une très bonne question. Alors, on va revenir quand j'étais petit. J'étais en contact avec des personnes de ma famille qui étaient dans le domaine de l'enseignement. Et des personnes qui étaient passionnées, qui le sont toujours, à la retraite maintenant. Mais ce sont ces personnes qui m'ont donné cette envie de transmettre, de partager, de faire avancer, d'accompagner. Les maths sont venues plus par une rencontre. Le domaine scientifique était quelque chose qui m'attirait de façon générale, mais les maths particulièrement par rapport à une rencontre, mon prof de maths de mon cycle terminal, qui m'a donné le goût par rapport à cette matière. J'ai souvent l'habitude de dire que l'enseignement peut se découper en deux profils. Des personnes qui sont passionnées par leur matière et qui viennent après à l'enseignement, et des personnes qui sont passionnées par l'enseignement et après la matière se rattache. Et je m'inclus plus dans la deuxième partie, où vraiment cette envie d'accompagner, cette envie de faire progresser, cette envie de faire grandir le jeune est quelque chose de très prégnant dans ma pratique. Donc ça veut dire que là, vous avez vraiment été inspiré par un professeur qui vous a donné cette envie justement d'accompagner à votre tour, c'est ça? Alors inspiré par des enseignants de ma famille sur le côté enseignement, et inspiré par un enseignant que j'ai eu dans le cadre de ma scolarité par rapport à la matière. Donc l'association des deux a fait de moi quelqu'un qui a mal tourné, puisque je suis devenu prof de maths. Voilà. Fantastique. Donc déjà une bonne entrée en matière. Alors justement, quel est, on va dire, l'événement déclencheur ou l'élément déclencheur qui vous a amené à repartir en formation après quelques années, puisque j'ai vu que votre diplôme universitaire en neurosciences, vous l'avez travaillé en 2014-2016. C'est ça. Alors qu'est-ce qui a vraiment motivé ce choix? Je vais aller loin. Pourquoi les neurosciences et quel rapport avec les maths? En fait, c'est une rencontre, comme beaucoup. On en parlait tout à l'heure par rapport à l'enseignement, par rapport aux maths. C'est une fois de plus une rencontre avec Pascal Toscani. En fait, dans le cadre de la direction diocésaine de l'enseignement catholique d'Alsace, on organise, je dis on parce que maintenant j'ai la chance d'en faire partie, on organise tous les ans une université de printemps sur une thématique. Et il se trouve
qu'en 2014, la thématique, c'était les neurosciences à l'école. Donc Pascal Toscani est venu sur Strasbourg, a fait une grande conférence dans un cinéma, et puis à la fin de la conférence, je suis descendu la voir en disant bon, bah, c'est super tout ça, et maintenant on fait quoi? Et c'est là qu'elle m'a dit, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que sur Angers, il y a un diplôme universitaire qui va s'ouvrir à la rentrée 2014, et n'hésitez pas à déposer votre dossier, et Formez-vous. Voilà, formez-vous, on y va, et on va y aller ensemble, parce que c'était une première pour elle aussi, ce diplôme universitaire. Donc bingo, je suis parti à Angers, et effectivement, là on a dégrossi, approfondi le travail sur les neurosciences appliquées à l'éducation. Donc c'était une vraie découverte pour plein de raisons. On a travaillé effectivement sur la plasticité, sur l'intelligence, sur l'attention, sur la mémorisation. Plein de choses en lien avec le fonctionnement du cerveau. Et la chose qui m'a peut-être le plus interpellé, c'était le message d'espoir véhiculé par la science sur rien n'est figé. Autrement dit, un gamin, alors je vais juste définir le mot gamin parce que c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui est... il y a vraiment un côté affectif sur ce mot-là, c'est absolument pas à prendre au sens péjoratif. Pour moi les gamins, donc je suis enseignant en lycée et en post-bac, donc de la seconde à la deuxième année de BTS, pour moi ça reste des gamins, mais vraiment avec ce côté affectif parce qu'on les accompagne sur leur chemin. Donc de comprendre, de par cette plasticité, que rien n'était figé et qu'un gamin, quel que soit son profil, je mets bien ça entre guillemets, que ce profil va évoluer tout au long de la vie. Et de leur faire prendre conscience de cette évolution possible les rendait complètement acteurs de leurs apprentissages. Et ils se rendaient compte par cette explication-là que l'intelligence n'était pas quelque chose qui était figé, mais que l'intelligence était quelque chose que l'on allait construire. Et je dis bien on, parce qu'on est tous responsables de la construction de sa propre intelligence, mais en tant qu'enseignant, je suis également responsable en partie de la construction de l'intelligence des jeunes qui me sont confiés. Donc voilà, c'était vraiment ce message d'espoir véhiculé par les neurosciences qui m'a évidemment déjà attiré lors de sa conférence, et bien évidemment encore plus attiré lors de ce diplôme universitaire. Et après, effectivement, j'ai eu la chance d'intégrer le laboratoire de recherche, donc le Grain Monde, et on continue à travailler sur différentes thématiques, comme dit, sur l'intelligence, la mémoire, l'attention, l'importance et la place de l'erreur comme point de départ d'apprentissage, etc., etc. Donc on va creuser ça tout à l'heure. Nous allons y revenir. Alors, nous avons évoqué dans un précédent podcast, puisqu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer la pédiatre Catherine Guéguin, et elle nous disait bien que les neurosciences affectives et sociales étaient un axe de formation qui pour elle était incontournable dans un parcours pour devenir enseignant. Aujourd'hui, elle trouvait que c'était un passage obligé et il fallait vraiment qu'on en prenne conscience. Alors, justement, ce DU en neurosciences, quelles clés vous a-t-il vraiment apporté pour piloter votre enseignement et surtout pour vivre cette relation éducative on va dire, au quotidien et surtout qu'elle soit soutenante pour les élèves. Vous avez déjà amorcé un petit peu la réponse, mais voilà. Quelle clé vous a apporté cette formation, déjà? Alors, je ne vais pas forcément le rattacher que à la formation, mais vraiment, je vais le rattacher au sens large des neurosciences. Alors, la première chose, c'est que quand on met le doigt dans ce domaine-là, on se rend compte qu'il y a plein de choses que l'on faisait avant, qui sont d'une perspicacité à toute épreuve. Il est hors de question de penser que les neurosciences sont en train de tout remettre en question et que les neuroscientifiques, quels qu'ils soient, tiennent un discours en disant on va vous expliquer comment ça fonctionne parce que ce que vous faisiez avant ne fonctionnait pas. Ce n'est absolument pas le cas. Ça confirme plus? Ça confirme des choses. Si je prends le domaine de l'attention, nos grands-parents nous disaient toujours on ne veut pas courir 2 lièvres à la fois. Maintenant on sait pourquoi. Et effectivement, donc ça confirme des pratiques que l'on avait déjà avant, et ça peut mettre sur des voies peut-être plus efficaces sur d'autres pratiques. Je pense, entre autres, par exemple, au grand débat qu'il y a eu à un moment donné sur les apprentissages de la lecture, syllabique et globale. Voilà. Donc maintenant, les avancées nous ont permis de dire
la syllabique est plus efficace que la globale. Donc voilà, c'est plus sur des orientations et d'une confirmation scientifique, parfois qui confirment des choses qui étaient déjà le cas avant, parfois qui nous disent, tiens, regardez, avec l'étude, on se rend compte que cette méthode-là est plus efficace que celle-là. Ça ne veut pas dire que tout est acheté, loin de là, comme dit. On a des éléments qui nous permettent de faire des choix. De faire du tri, c'est ça. De faire du tri. Je reviens à l'enseignement en tant que tel. Ce que j'ai retenu de ma formation et ce qui m'anime, c'est le fait d'éduquer à. Je vais citer Jean-Philippe Lachaud, par exemple, c'est de l'éducation à l'attention. On ne peut pas forcer quelqu'un à être attentif. Le fait de lui dire concentre-toi, ça n'a strictement aucun impact. Peut-être même un impact négatif. Par contre, de donner les clés aux personnes, de comprendre comment fonctionne leur système attentionnel, ça a un vrai sens. Et j'ai envie de dire un sens éthique sur qu'est-ce que je donne comme clé aux jeunes que j'accompagne pour les rendre libres pour la suite. Et autonomes. Si je connais le fonctionnement de mon système attentionnel, je vais pouvoir m'en servir justement pour favoriser mes apprentissages. Alors que si je suis, je vais reprendre une de ces expressions, en mode marionnette, si mon cerveau pilote de façon inconsciente ce que je fais, automatique, je perds une part de ma liberté. Donc c'est aussi par rapport à tout cet aspect-là d'éducation que je trouve fondamental, et je rejoins complètement le discours sur la formation des enseignants, la formation initiale et la formation continue. Je pense que ce serait plus que très intéressant d'y avoir une composante neurosciences éducative, justement pour expliquer comment fonctionne le cerveau. À aucun moment, on aurait l'idée de confier sa voiture à un garagiste qui ne connaît pas le fonctionnement d'un moteur. Et pour autant, les parents nous confient tous les jours leurs enfants. La question que je soulève, est-ce que les enseignants sont tous en mesure d'expliquer le fonctionnement du cerveau ? Moi, probablement pas encore. Est-ce qu'on est suffisamment outillé et formé pour être en capacité d'accompagner et de faire grandir, quoi ? C'est une vraie question. C'est une vraie question sur la formation. Et après, effectivement, il y a l'utilisation de cette formation au quotidien qui est aussi importante. Parce que c'est sympa de savoir comment ça fonctionne, mais après, il faut s'en servir pour favoriser les apprentissages. Eh bien, justement, vous me tendez la perche pour vous poser la question suivante. Quelle est la première prise de conscience que vous avez eue en commençant votre formation et surtout, quelle est la première chose que vous avez modifiée dans votre pratique d'enseignant suite à cette formation ? Alors, la chose vraiment fondamentale qui a changé chez moi, c'est une fois de plus cette notion de plasticité, d'une, la rapidité à laquelle effectivement les choses évoluent, la responsabilité que chacun a en tant qu'enseignant et en tant qu'élève et en tant que parent sur la construction de cette plasticité. L'accompagnement de ces choses-là est vraiment quelque chose de fondamental. Ensuite, il y a d'autres thématiques qui forcément infusent entre guillemets dans les pratiques, que ce soit au niveau de la mémorisation, je pense à la courbe de l'oubli, je pense à l'importance de la répétition. Sans répétition, notre cerveau n'est pas en mesure de trier l'information et de la ranger au bon endroit, j'ai envie de dire dans une case, mais évidemment c'est pas une case fermée, mais de se dire tiens, ça il faut que je le retienne. Comment est-ce que notre cerveau est capable de faire ce tri ? Tout simplement parce que notre cerveau va se dire il me l'a déjà servi plusieurs fois, donc c'est quelque chose qui est important. Donc comme un cerveau reste quand même quelque chose de fainéant, il adore apprendre mais il déteste retenir des choses qui n'ont aucun intérêt pour lui. Cet intérêt peut venir de la répétition, en disant comme il m'a déjà demandé plusieurs fois, plutôt que d'aller chercher au fin fond de ma mémoire, je me le laisse à côté, et comme ça je vais pouvoir m'en servir de façon très efficace, ça me demandera moins d'efforts. Donc ça c'est une chose. Et après, le message d'espoir sur l'intelligence est également quelque chose qui a transformé ma pratique. Je vais juste vous raconter une anecdote. Dans le cadre d'une classe de lycée professionnel, à l'issue de ma formation, forcément, quand un prof va se former, il retourne dans sa classe, les élèves se disent « Oh là là, il est parti en formation. Qu'est-ce que ça va donner ?» Qu'est-ce que ça va donner ? Et donc, je leur ai passé une petite vidéo d'Albert Jacquard, très célèbre généticien, qui nous disait justement que l'intelligence n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. Et effectivement, qu'on avait cette part de responsabilité. Et je me rappelle comme c'était hier, donc ça remonte quand même il y a quelques années maintenant. Il y a un élève de lycée professionnel
de terminale professionnelle qui m'a regardé presque avec les larmes aux yeux et qui m'a dit « Mais ça veut dire que je suis intelligent ». Et ça, je peux vous assurer que quand on a un gamin qui nous dit ça, les yeux dans les yeux, et ben ça retourne. Et je me suis dit à ce moment-là, ben, ce que tu as appris, il y a forcément une obligation éthique, morale, de le mettre en application pour favoriser les apprentissages. Ça, c'est un point. Mais pour faire prendre conscience aux jeunes qui te sont confiés tous les jours, qu'ils sont dans cette dynamique d'évolution et que rien n'est figé, que rien, enfin, l'affirmation que tout se joue avant 6 ans, non. Plasticité jusqu'au bout. Voilà. Sinon, en tant qu'enseignant, au second degré, on n'aurait plus rien, en tout cas pas grand-chose à faire, donc, si c'était le cas. Donc c'est vraiment ce message d'espoir qui, moi, m'anime au quotidien. Rien n'est jamais figé. On peut toujours apprendre, on peut toujours évoluer, et on va toujours évoluer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait se dire qu'on n'enferme absolument plus. On peut ne plus enfermer les enfants dans cette dynamique en disant l'intelligence c'est une fois encore figé et puis c'est un seul type d'intelligence, mais on a une diversité absolue et cette espérance elle est forte parce que ça veut dire que quel que soit mon niveau, mon intérêt, ma motivation, j'ai toujours à un moment donné une possibilité de passer le cap ou prendre le bon escalier pour j'avance. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment, on est tous capables d'eux. Alors sans rentrer non plus dans un monde de bisounours, évidemment on garde bien les pieds sur terre, d'où le fait de garder des heures d'enseignement pour bien être ancré dans la réalité. Évidemment chacun va avancer à son rythme, et évidemment chacun a des difficultés que ne sont pas celles de son voisin, c'est une évidence. Il n'empêche que on va tous pouvoir avancer. Et c'est vraiment cette évolution-là qui est fondamentale. Quand je vous entends, j'ai l'impression d'un socle en fait. On se dit, le socle que vous venez de poser, c'est le socle le plus important. Après, on peut tout construire derrière. Oui. Quand ils ont compris ça, que les parents entrent aussi dans cette dynamique de se dire, on est partenaires, on bosse ensemble, on a le même langage, c'est-à-dire qu'on est là pour valoriser, et pour faire qu'à un moment donné, le cerveau soit, j'allais dire, dans les bonnes conditions pour apprendre. C'est ça, okay. C'est vraiment très important. Et c'est important que tous les partenaires de l'éducation soient dans cette dynamique-là. Parce que, alors je vais une fois de plus reciter Pascal Toscani, elle disait lors d'une conférence, les limites sont écrasantes. De dire qu'un élève qui n'est pas capable qu'il a atteint ses limites, c'est quelque chose qui est vraiment écrasant. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pas grand-chose. Alors que si on tourne la chose dans l'optique du défi, le défi va être beaucoup plus engageant, va être beaucoup plus motivant. Et on est vraiment sur des choses qui sont complètement opposées et qui ont des résultats qui vont être complètement opposés. Je le répète, sans rentrer dans le domaine des bisounours. Mais à un moment donné, et là je recite Albert Jacquard, sur la prévision autoréalisatrice, le fait de répéter à quelqu'un qui n'est pas capable d'eux, eh bien cette personne va se convaincre qu'il n'est pas capable d'eux. Alors que d'encourager quelqu'un en disant « tu vas être en mesure de progresser à ton rythme », en prenant en compte tes difficultés, en essayant de trouver des stratégies pour, mais ton cerveau est plastique. Et donc tu vas être capable de. Et déjà là, rien que le fait de demander de l'aide, par exemple, tu es déjà dans la dynamique d'avancer et de t'engager. Exactement. Alors déjà par rapport à ce que vous venez de nous partager, dernière petite question, qu'est-ce qui a vraiment été, j'allais dire, modifié en profondeur dans votre pratique et que vous ne feriez plus jamais, ou que vous n'avez plus jamais fait, il y a un avant-après à votre formation en fait? Quelque chose que vous avez vraiment lâché en disant ça plus jamais. Il y a plusieurs choses en fait qui me viennent à l'esprit. On en discutait encore hier soir lors d'un conseil de classe par rapport à l'évaluation. Alors je ne dis pas que je le faisais avant, en tout cas je l'ai vécu avant. Je prends juste l'exemple d'une évaluation surprise. C'est quelque chose qui est dévastateur. Le fait de laisser croire aux jeunes quand ils vont franchir la porte du cours que potentiellement il y a un piège qui est juste derrière la porte. Eh bien, ils n'y vont pas. Et moi, je n'y allais pas quand j'étais à leur place. Donc, ce sont des choses que je n'ai peut-être pas reproduites, mais qui existent encore. Et ce sont des choses contre lesquelles j'essaie de lutter. Ensuite, il y a plein d'autres choses. Effectivement, il y a le fait de revenir, de faire des rappels. Ça existait déjà avant, et maintenant on sait pourquoi on le fait. Et là, c'est plus conscient. Là, c'est plus conscient. Avant, on le faisait parce qu'on pensait que c'était efficace. Maintenant, on sait que c'est efficace, donc on le fait de façon effectivement consciente. Le fait de leur expliquer comment fonctionne l'oubli, que l'oubli est nécessaire, mais que l'oubli peut être un piège aussi. Et donc, leur expliquer comment fonctionne leur système attentionnel, tout ça, en fait, ce sont des composantes
que je ne pourrais plus ignorer, je ne pourrais plus faire comme si je ne savais pas. Et donc je me sens dans l'obligation de transmettre ces connaissances-là pour leur dire voilà comment ça fonctionne. Vous êtes libre de vous en servir ou de ne pas vous en servir, mais vous ne pourriez plus faire comme si vous ne saviez pas. Et donc c'est vraiment... alors j'ai envie de dire, dans l'enseignement des maths, évidemment ça a une répercussion, mais que ce soit de l'histoire, du français, des maths, des langues, quelle que soit la discipline, c'est une posture en fait là. C'est un changement de posture. C'est un changement de posture entre l'avant et l'après, découverte effectivement des neurosciences. C'est vraiment un changement de posture et c'était l'objectif même de la formation. Et c'est l'objectif même des accompagnements dans les établissements ou d'équipes. C'est vraiment cette prise de conscience. Comment fonctionne un cerveau? Et à l'aide de ces connaissances-là, comment est-ce que maintenant vous allez vous en servir? Chacun réagit différemment à ces différents apports. Mais, une fois de plus, ils ne peuvent plus faire comme s'ils ne savaient pas. Et forcément, ça va parasiter, dans le bon sens du terme, leur pratique. Ça donne un plus, on est d'accord. Ça donne un plus. Je vais citer une parole de Christian Philibert, que j'aime beaucoup. Il me disait un jour, à un moment donné, imagine-toi comme un cargo. Alors je ne devrais pas le dire parce que je n'ai pas tout à fait la carrure d'un cargo. Mais il m'a dit, à un moment donné, la rencontre, ça va être un petit choc. Et ton cargo, eh ben, il va modifier tout doucement sa trajectoire. Mais c'est une modification profonde. Et au fil du temps, cette modification va être de plus en plus importante. Et je garde souvent cette image-là de la rencontre comme un choc, alors dans le sens positif, une fois de plus, hein, c'est pas quelque chose de brutal évidemment, mais de se dire, ok, cette rencontre-là, elle a fait dévier mon cargo. D'autres rencontres, effectivement avec Jean-Philippe Lachaud, avec Sylvain Connac, des personnes qui sont extraordinaires et qui partagent aussi des choses vraiment extraordinaires et qui œuvrent pour l'évolution de l'apprentissage, ce sont tout ce genre de petites rencontres-là qui sont des petits chocs par rapport à mon cargo et qui font qu'après, ça reprend une direction autre et ça permet de... Un chemin. Oui, plus ou sauf moins... que le chemin, il est alors dans la balise, ça voudrait dire qu'il est prévu. Et il n'est pas forcément prévu. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas trop de hasard. Donc voilà, les choses se font comme elles doivent se faire. Et les rencontres se font au fur et à mesure et nourrissent en fait. Et nourrissent. Et puis il y a des moments où on n'est pas prêt. Et il y a des moments où on est prêt. Et effectivement, ces rencontres font effectivement évoluer les choses. Alors c'est intéressant parce qu'à la fois, pour les élèves, c'est exactement la même chose. Il y a des moments où ils sont prêts, comme les familles, il y a des moments où ils sont prêts aussi à entendre. Donc plus on sera dans cette dynamique où on valorise, où on donne les choses, en tout cas on donne cette responsabilité. Vous savez, on y va. Mais maintenant... Mais on y va ensemble. On y va ensemble. Pas tous. Et le ensemble, c'est ça. Alors j'ai plus exactement la phrase, mais l'apprentissage est un acte individuel. On ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un d'autre. Par contre, on apprend beaucoup mieux à plusieurs. Donc c'est vraiment et là je rejoins en toute modestie, je m'inspire beaucoup des travaux de Sylvain Connac sur tout ce qui est coopération. La coopération, c'est quelque chose évidemment qui est demandé dans le monde du travail, et on se doit de préparer les jeunes qui sont dans le domaine scolaire au monde du travail, en tout cas à leur vie future. Et c'est quelque chose qui est aussi prégnant dans mes pratiques, leur apprendre justement à coopérer, parce que ça ne s'improvise pas. Et ces choses-là c'est une composante supplémentaire, puisque tout ce qui est intelligence collective a une place fondamentale. Ça ne remplace pas l'apprentissage qui, je le répète, est une tâche individuelle, mais on apprend beaucoup mieux à plusieurs. Et on construit ensemble. On regarde l'autre qui est différent. Voilà. Donc je reprends le slogan de l'université de printemps de l'enseignement catholique de cette année. C'est un proverbe, il me semble, africain. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je pense qu'on se rejoint complètement dessus. Alors, justement, puisque là vous êtes déjà dans du concret, et je pense que pour les enseignants qui nous écoutent, pour des parents ou des jeunes adultes, ça peut être intéressant, quels conseils ou pistes concrètes vous pourriez donner à un enseignant qui aimerait se lancer et qui ne sait pas par quoi commencer quand on se dit, par rapport à ce que vous dites, on se dit, waouh, ça me paraît énorme, je fais quoi aujourd'hui ? Comment on peut réinterroger sa pratique professionnelle, donc en appuyant sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur ce qu'on fait le mieux dans sa pratique, et en identifiant ce qu'on pourrait faire différemment. Quel est le conseil que vous pourriez donner à part la temporalité, parce qu'il faudra un peu de temps. C'est sûr qu'il faut bien, effectivement, la temporalité est vraiment importante,
Il faut bien entendre que les neurosciences, ce n'est pas une baguette magique. Et que demain, je prends l'exemple de l'éducation à l'attention, on explique aux jeunes comment fonctionne leur système attentionnel. Après-demain, on n'a pas une classe attentive, il ne faut pas se leurrer. Ça prend du temps. Les programmes comme ça, ce sont des programmes sur des cycles complets. Ça peut être sur des établissements, sur du premier degré. Je prends Atoll par exemple, c'est effectivement sur... ça commence au CP, ça finit au cycle 3. Ça veut dire, un petit clin d'œil quand même pour le collège, ça veut dire que le cycle 3 se terminant en 6e, ce serait intéressant qu'il y ait une suite après. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. On a entendu. C'est toujours intéressant. Alors je reviens à la question initiale. Pas de rupture en fait dans la construction. Pas de rupture, surtout pas. Alors après, j'entends, il y a évidemment des contraintes qui font que les choses ne sont plus comme elles étaient au premier degré. Entièrement d'accord. Mais, 3 petits points. Je pense qu'on a une responsabilité pour la... Exactement. Je reviens à la question. Alors je vais avoir une réponse de membre d'un laboratoire. Ça va être la lecture. Le point d'entrée, je pense que ça peut être la lecture. Alors, la lecture d'un livre, évidemment, mais aussi d'une vidéo, sur une thématique qui répond à un besoin. Ça peut être la mémorisation, ça peut être l'attention, ça peut être autre chose. Moi, en tant qu'enseignant, si j'avais à travailler sur une thématique, ce serait laquelle ? Quel est mon besoin le plus important pour moi aujourd'hui, que je ne rencontre pas, que je ne côtoie pas, que je voudrais développer avec mes élèves ? Et une fois qu'on est là, on est devant la porte d'entrée. Ben là, il y a 2 possibilités. Soit on reste devant la porte et on continue à se plaindre en disant que les élèves ne sont pas attentifs, ils ne sont pas capables de retenir une leçon, ils ne savent pas travailler, ils n'ont pas de méthodologie. Ok, youpi. Donc là, on reste devant la porte avec la main sur la poignée et on continue à râler. Ou alors, on baisse cette poignée, on ouvre la porte. Et là, oui, parfois, j'avoue qu'on se dit « Ah oui, quand même !» Ok. Et là, en fait, c'est la méthode des petits pas. On y va, petit à petit. Petit à petit, on essaye, on expérimente. Ça a marché, youpi. Je le refais demain, peut-être que ça ne marchera pas. Pourquoi ça n'a pas marché ? On rentre dans une démarche qui est expérimentale. Et dans cette démarche expérimentale, on va découvrir des choses. Et on va se dire « Ah bah tiens, l'attention, c'est super intéressant. Ah mais oui, tiens, mais Stanislas Dehaene a quand même sorti une théorie qui nous parle des 4 piliers de l'apprentissage. Et ah bah tiens, comme par hasard, le premier, c'est l'attention. Puisque sans attention, eh ben, il n'y a pas d'apprentissage. Donc peut-être que ça peut être une entrée. Demain, je me dis, ok, super, mais finalement, sur l'évaluation, à quoi sert cette évaluation ? Pourquoi est-ce que je fais une évaluation ? Pour qui ? Dans quel but ? Ah oui, tiens. Donc ça me renvoie sur une notion de feedback. Quel est le feedback que je fais à mes élèves par rapport à leurs apprentissages ? Quelle est la liberté laissée à mes élèves pour développer chez eux leur autonomie dans le domaine du feedback ? Quelle est la place de l'évaluation par les pairs, de l'auto-évaluation ? Ça ouvre une deuxième porte. Tout ça, c'est génial, mais à un moment donné, il faut que je retienne en mémoire ce que j'ai fait. Ah, ok, troisième porte. Les systèmes de mémoire. Comment ça fonctionne, ce truc ? Quels sont les systèmes de mémoire ? Quel est le système de mémoire centrale qui va me permettre d'aller piocher dans mes autres systèmes ? La sémantique, la procédurale, etc. Et donc, en fait, au fur et à mesure, plus on ouvre de portes, plus on se rend compte que c'est effectivement un domaine qui est très vaste, mais qui est tellement intéressant et qui, au quotidien, nous amène des petites clés et qui nous permet d'expérimenter des petites choses qui vont, au fur et à mesure, transformer nos pratiques. Et évidemment, dans le but de favoriser les apprentissages au niveau des élèves qui nous sont confiés. Donc on est vraiment dans des petits pas, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se mettre des objectifs de fou en se disant il faut absolument que j'ai travaillé ça, peu importe. On avance tranquillement, on se donne un objectif, on choisit la bonne entrée. Donc là, vous venez de nous faire un détour intéressant, un descriptif qui pourrait donner envie d'aller un petit peu plus loin. Mais la question qui est derrière ça, c'est ok, moi je fais ça seule dans ma classe ou je suis en capacité de le partager avec mes collègues. On fait comment là ? Parce que si je suis seule à travailler et qu'on n'est pas en lien ou je travaille un peu dans mon coin, est-ce que je vais avancer suffisamment ? Est-ce que j'ai pas besoin de l'autre aussi ? L'autre, un père, un collègue ? Alors, l'autre, ça peut être un père, un collègue, évidemment. L'idéal, et là je vais décrire l'idéal, ce serait qu'à un moment donné, dans un établissement, une équipe de 3, 4, 5 profs. Et pas forcément de la même discipline.
pas forcément de la même Ce qui discipline. serait intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qui est complètement transdisciplinaire. On est sur le fonctionnement du cerveau, on n'est pas... On est sur du transversal. On est complètement sur du transversal. Donc, au contraire, L'apport de toutes les disciplines, de tous les regards des enseignants, et après même 2 enseignants en maths, 2 enseignants en français, n'ont pas le même regard, n'ont pas les mêmes approches. Ils n'ont pas le même profil. N'ont pas le même profil. Donc forcément, dès qu'on bosse avec du humain, bonne nouvelle, on est tous différents. Voilà. Et l'idéal, effectivement, ce serait qu'à un moment donné, 2, 3, 4, plus, mais au moins un petit noyau, partent d'un constat, d'un besoin. Ils se disent, ok, youpi, maintenant j'en ai assez d'avoir la main sur la poignée de la porte, de se dire, les gamins sont pas ci, sont pas ça, sont pas machin, sont pas truc, sont pas bidule. Je fais quoi Je fais quoi Et on fait quoi ensemble Et on va faire quoi Et on y va, et on se lance. Et après, évidemment, il peut y avoir de l'accompagnement par de la formation, il peut y avoir de l'accompagnement via effectivement des laboratoires type Le Graine, sans faire de pub, même si j'en fais partie. Il y a d'autres laboratoires, évidemment. Je pense à l'Absidé, à Paris, avec Grégoire Borst, qui fait un travail aussi extraordinaire, et avec tout l'accompagnement de la collection Léa. C'est vraiment extraordinaire aussi. Alors, c'est un peu plus adapté au premier degré. Mais il faut vraiment rentrer dans une dynamique de chercheur. C'est aussi ce que disait François Tadei, et ce qu'il continue à dire. C'est vraiment cette démarche... Ce qu'il nous a dit, puisqu'on a eu la chance de pouvoir aussi l'entendre. Oh, bah alors là, vous êtes vraiment au sommet du sommet, à mon sens. Il y a plusieurs sommets, effectivement, mais non, il est vraiment extraordinaire. On partage. Et inspirant. On est vraiment dans cette démarche de chercheur. On est vraiment là-dedans. Et il ne faut pas oublier que le fait de se planter, c'est important. Parce que s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Parce que s'il n'y a pas d'erreur, alors on peut dire oui, mais de la chance, oui. Mais s'il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire qu'on le savait déjà. Et donc, il faut s'autoriser à se planter. Et c'est quand on rate des choses qu'on doit prendre du recul, et là on rentre effectivement dans une position plus haute, méta, exactement. On se dit, ok, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma construction? Est-ce que c'est le moment dans la journée? Est-ce que... Voilà, il y a forcément quelque chose que j'aurais pu faire différemment, ou parfois c'était juste pas le jour. Démarche réflexive, on y va, on cherche. C'est exactement ça. Okay. Donc là, on a des belles pistes. Alors, c'est vrai que je ferais bien un détour là, un petit peu par nos élèves aujourd'hui quand même. Parce que là, on en parle évidemment parce qu'ils sont au cœur de notre échange. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos élèves? Qui sont-ils? Ce qui les anime aujourd'hui, parce qu'ils viennent de traverser une période compliquée comme nous, évidemment on vit tous ça ensemble, on voit bien en lycée, juste post-bac, c'est pas simple. Comment vous les percevez? Comment ils traversent cette période? Quelles questions les préoccupent vraiment? Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler? Parce que je pense qu'il y a un vrai besoin de savoir où ils en sont. Et vous, en étant au cœur même de cet accompagnement, vous avez des clés que vous pouvez nous donner. C'est une période, c'est une situation qui est pas facile du tout pour eux, pour personne, mais pour eux en particulier. C'est vraiment... Ils sortent d'une période, alors on n'en est pas encore complètement sorti, mais on espère quand même voir le bout du tunnel. Ils sortent d'une période où il y a plein de choses qu'ils n'ont pas vécues, que ce soit socialement et que ce soit scolairement. Le travail des enseignants a été remarquable pendant la période de confinement. On a tous dû s'y mettre parce qu'il n'y avait pas le choix. Et donc il y a effectivement des progrès qui ont été faits considérables dans tout ce qui est distanciel, mais on s'est bien rendu compte que le distanciel a ses limites. Et pour les gamins qui étaient autonomes, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Pour les gamins qui ne l'étaient pas, ça a été beaucoup plus problématique. Et je pense que la période qu'on est en train de vivre est une période qui a accentué les différences. Leur préoccupation aujourd'hui, c'est marrant parce que j'avais un rendez-vous avec des parents ce matin, on en a discuté, c'est de recréer du lien social, autre que le lien social numérique. Du vrai lien social. Première priorité. C'est-à-dire que les apprentissages, pour l'instant, ils sont dedans, mais... Ils ont besoin d'être ensemble. C'est un deuxième point. Ils ont besoin d'être ensemble. La priorité est ailleurs. Okay. Et ils ont besoin d'être avec nous, quel que soit le nous. Ils sont aussi en gros questionnement par rapport à ce qu'ils vont faire après.
Loin de moi l'idée de critiquer ou de poser un diagnostic sur la réforme du bac. Il n'empêche que avec le contrôle continu, on rentre dans une période où chaque évaluation est une évaluation qui compte pour le bac, sur le cycle terminal, donc première terminale. Et ben ça rajoute une sacrée pression aux gamins. Ça rajoute une sacrée pression aux gamins pour des élèves qui ont vécu une troisième chaotique, une seconde aussi. Arriver en première et se dire que n'importe quelle évaluation est une évaluation qui compte pour le bac. Final, en fait, d'une certaine C'est ça. Déjà qu'ils n'étaient pas sereins, on se doit encore de les accompagner plus, peut-être que ce qu'on faisait avant, de les rassurer, justement de leur expliquer ce qui se passe au niveau de l'erreur et justement de leur donner ces clés en leur disant voilà, on va y aller doucement, on va y aller ensemble. Et faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance. Vous avez des difficultés, on les prend en compte. Je pense que je choisis mes mots. La pire des situations, je mets pire entre guillemets, ce serait de se réfugier derrière j'ai un programme à tenir et d'appliquer une méthode horrible qui serait de dire marche ou crève. Je pense qu'on peut pas le faire, on peut plus le faire en ce moment. Et est-ce que c'est vraiment l'enjeu de faire ça, marche ou crève, hein? Alors, l'enjeu éthique de l'éducation ne devrait pas être ça. Maintenant, oui, on est tenu par les programmes. Oui, on va avoir des épreuves ponctuelles en fin d'année terminale. Donc oui, ces épreuves sont nationales. Donc oui, il faut qu'on ait abordé, lapsus révélateur, il faut qu'on ait abordé toutes ces notions et pas abandonné certaines notions. Il n'empêche que, qu'est-ce qu'on cherche vraiment au travers aujourd'hui de l'éducation? Évidemment, c'est de leur transmettre des connaissances, youpi, mais c'est aussi de leur transmettre une façon d'être. Toute la part des soft skills, à mon sens, devrait prendre un essor dans les années à venir beaucoup plus important que ce qu'il n'est aujourd'hui. Parce qu'on doit leur apprendre à vivre en société. On doit leur apprendre à avoir un esprit critique, à ne pas gober tout simplement. Alors je m'amuse souvent à dire à ma fille, mais t'inquiète pas, tant que c'est écrit sur TikTok, c'est que c'est vrai. Un petit clin d'œil à Faustine. Et maintenant, elle le prend avec un grand sourire et elle comprend qu'effectivement, il faut avoir ce pas de côté. On disait tout à l'heure, en tant qu'enseignant, il faut avoir la méthode des petits pas, mais avant de partir sur les petits pas, faire un pas de côté et de se dire, ok, je me regarde faire. On est déjà en méta, de toute façon. On est déjà en méta. Mais cette notion de méta n'est pas évidente. Et pour les jeunes que l'on a en face de nous, elle est encore moins évidente. Donc, c'est vraiment de prendre le temps avec eux, vraiment de les accompagner. Et alors vous l'avez remarqué, je sors complètement de ma matière dès que je peux, parce que les maths c'est une chose, mais bon, youpi quoi. Il n'y a pas que ça dans la vie. C'est la quoi déjà? Alors ça c'est une très très bonne question. Le sens. Le sens. Alors les maths c'est évidemment c'est quelque chose qui est très très rigoureux, mais au quotidien quand je vais aller faire mes courses, les maths me servent un petit peu, mais le fait d'être capable de calculer l'intégrale quand je vais aller faire mes courses. J'avoue, en tant que prof de maths, que je ne m'en sers pas tous les jours. Par contre, ce dont je me sers tous les jours, c'est ma capacité à mettre un raisonnement en place. Et c'est ce que moi, j'essaie d'inculquer aux jeunes qui me sont confiés. Prenez les maths comme un outil pour mettre des raisonnements en place. Que vous alliez travailler dans n'importe quel domaine, je prends un exemple, par exemple le droit, parce que c'est assez parlant, pour être capable d'aller travailler dans le droit, il faut que vous soyez capable de mettre un raisonnement en place. Où est-ce que on vous apprend à mettre un raisonnement en place? Parfois en maths. Donc les maths ont leur utilité dans cette construction de l'esprit. On respire là. Et évidemment, les tables de multiplication sont importantes. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bien évidemment, tout ça c'est important. Mais parce que là, on va rejoindre des neurosciences. Puisque il faut que ce soit appris, intégré, pour que ça rentre dans une mémoire procédurale, pour que notre cerveau puisse s'attacher à l'utilisation de ces tables et n'ait pas à réfléchir à cette utilisation, que ce soit réflexe, et qu'il puisse s'attacher à la résolution d'un problème. Je sors le mot problème de l'enseignement des maths. Un problème de la vie de tous les jours. Une énigme. Autre chose. On a tous les jours des problèmes qui se posent à nous, et tous les jours on a à mettre en place un raisonnement pour les résoudre. Quel que soit le domaine. Et après, on a différents outils. Et ces outils, un des outils peut être les maths, mais il n'y a pas que ça.
Un autre outil, ça peut être les sciences économiques et sociales. Un autre outil, ça peut être le français, la langue étrangère, fondamentale, et toutes les autres matières que j'ai oubliées, avec une petite particularité pour les arts, puisque c'est quand même des matières qui sont rarement mises en valeur. Et pour autant, ça fait partie d'une facette de l'intelligence qui est vraiment fondamentale. Donc on entend à développer. Ah oui, bien sûr, à développer. Encore plus. plus. Ce qu'on peut vivre. Oui, bien sûr, puisque j'avais un échange avec un chef d'établissement et on parlait de ça justement. Et à la même table, il y avait une enseignante qui était avant architecte. Et en discutant, on est arrivé sur le constat de me dire un architecte sans un bon maçon, ça fait pas grand-chose. Ça fait des jolis plans, mais ça s'arrête là. Un bon maçon, par contre, sans un architecte, c'est peut-être pas aussi efficace, mais par contre, il est capable de construire un truc. Donc la question qui se pose, c'est effectivement maths, français, youpi, et tout le reste. Et comment on travaille, une fois encore, ensemble. Là revient la coopération, le travail collaboratif. L'intelligence collective et tout ce qui va avec, évidemment. Et donc, en fait, le pont entre ce que l'on vit au quotidien et les neurosciences, il se fait tout le temps. Alors, nous arrivons déjà au terme de la première partie du podcast, et là j'ai 3 petites questions qui me viennent assez spontanément après ce qu'on vient de se partager. Je pense que j'ai déjà la réponse, mais je vais la poser quand même. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous choisiriez de nouveau ce métier ? C'est une super question. La réponse est évidemment oui. Mais cette réponse ne va pas sans le développement de cette réflexion commune aux équipes éducatives. Je trouve que actuellement, de ma petite expérience, l'enseignant est encore seul au sein d'un établissement, même s'il y a effectivement des réunions de concertation, des réunions par matière, des journées pédagogiques, etc. Youpi. Donc oui, sans aucun doute, pour y retourner, ça ne fait aucun doute, mais peut-être pas dans les conditions dans lesquelles j'y suis allé. Vraiment développer cette notion de projet, développer cette notion de coopération. On parlait tout à l'heure de coopération entre les élèves. Et j'avais un échange avec Sylvain Konak. Et effectivement, si on veut à un moment donné que les élèves coopèrent, il faut bien qu'ils le voient aussi. Il faut qu'ils voient que leurs enseignants coopèrent. Donc il y a de l'exemplarité dans ce que vous dites aussi. Enfin, on peut aussi les inspirer par nos propres... je préfère inspirer qu'exemplarité. Parce qu'exemplarité, c'est-à-dire que nous, on détient, et eux, ils ne détiennent pas encore. Donc l'inspiration est plus intéressante. Oui. Voilà, parce que peut-être que ce qu'on fait, c'est peut-être pas efficace. Ils auront probablement des idées. Et là, ça me fait un super pont avec la direction diocésaine. Puisque en Alsace, effectivement, on a mis en place un CODIEL, un comité diocésain des élèves, et que ce CODIEL-là est précisément dans un but d'associer les jeunes à ce que va devenir l'enseignement catholique dans les années futures. Une réflexion commune. Une réflexion commune avec eux. Sans eux, nous n'existerions pas. Nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc oui, retourner dans l'enseignement avec grand plaisir. Alors là, tout de suite. À fond les bananes, je signe, pas de souci. Mais avec cette évolution sur la prise en compte globale de ce qui devrait se passer dans des équipes. Alors, soit au niveau d'une équipe restreinte, matière, classe, établissement, réseau. Maillage, en fait. On va sur et après, le réseau, on peut le voir au niveau d'une région, on peut le voir au niveau national, et on peut évidemment le voir au niveau international. Le fait de s'inspirer, j'insiste sur le inspirer, c'est un terme qui me plaît vraiment beaucoup, de s'inspirer de ce que font les autres, ça me paraît fondamental. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut copier les autres, parce que évidemment les systèmes ne sont pas... La culture est différente. La culture est différente, le contexte est différent. On ne peut pas faire un copier-coller. Tout le monde dit la Finlande, c'est extraordinaire. Oui, génial, c'est extraordinaire. Mais le copier-coller ne va pas fonctionner. Par contre, se dire, ok, on identifie les besoins que l'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont comme solution à proposer ? Ah tiens, ils font ça. Bah tiens, je vais aller picorer en disant, bah tiens, c'est super intéressant. Et j'y vais. Je tente. On ne pourra jamais me reprocher d'avoir tenté.
moi j'aurais cherché A. Et si je me plante, de toute façon, j'aurais déjà évolué dans ma réflexion et dans ma pratique. Grâce à cette tentative-là. Après, il ne faut pas rester seul. Il ne faut surtout pas rester seul. Et c'est l'idée alors, du Codiel par rapport aux élèves qui sont intégrés dans la réflexion, mais je pense que ça devrait aussi se généraliser. Et ça se généralise via les réseaux sociaux, évidemment. On a accès à plein de choses, peut-être même un peu trop. Et de se dire comment est-ce que je vais faire pour aller récupérer ça et ça. Donc effectivement, il faut trouver des sources validées, inspirantes, et de s'engager dedans. Et pas seul. Et pas seul. Et il ne faut pas non plus leurrer les personnes, ça prend du temps. C'est de l'engagement. Mais on récupère ce temps après. Je reprends Atoll, attentif à l'école. C'est un investissement pour éduquer les enfants à leur propre système attentionnel. C'est un investissement, on ne va pas se voiler la face. Et Jean-Philippe Lachaud est le premier à le dire. Par contre, on en récupère les fruits au bout de 1 an, 2 ans. D'où la continuité. D'où la continuité. Et là, à mon sens, les chefs d'établissement ont un vrai rôle à jouer. Et je pense que je voudrais pour rien au monde leur poste, parce qu'ils croulent sous les obligations administratives, institutionnelles. C'est ultra lourd. Quelle est la part qui est laissée à la pédagogie, à cette réflexion? Et je pense que beaucoup d'entre eux se sont engagés dans ces métiers-là d'abord pour ça. Est-ce qu'il reste 10%? 15% de leur temps? Un peu moins. J'étais optimiste. Question. Mais pour moi, c'est vraiment fondamental. Parce que c'est le cœur du métier. C'est l'accompagnement du jeune. On va impulser. Et on va impulser. Et quand on a un chef d'établissement, et j'ai la chance d'en avoir un, qui soutient effectivement les initiatives, on se dit, ok, mon chef me suit. On y va. On va y aller. Et si on se plante, c'est pas grave. Alors on va pas engager 40 000, mais si on se plante, c'est pas grave. Parce que je sais qu'il nous suit dans la démarche. Et donc, forcément, on se sent soutenu, on se sent accompagné. Il n'empêche qu'il ne faut quand même pas le faire tout seul. Et après, ce petit groupe de 2-3 personnes va faire tache d'huile. Une fois plus dans le bon sens du terme. Oui, voilà, tout à fait. Ça va irradier, et puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah bah tiens, ça c'est intéressant, comment tu fais ?» On a toujours la règle des 10-90. Il y en a 10 qui vont être moteurs, il y en a 80 qui vont être suiveurs, il y en a 10 qui vont freiner des cas de fer. Youpi. Mais si on arrive déjà à récupérer les 10 et de faire avancer le schmilblick... Mais ça veut dire surtout derrière ce qui se passe. Si on arrive à mettre ça en place, on va toucher le plus de jeunes possible. Voilà, c'est l'idée. Quel conseil vous donneriez à un jeune justement aujourd'hui qui est peut-être en L3, qui se pose des questions sur un master sciences de l'éducation et qui voudrait se lancer dans le métier? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut aller voir ce que c'est que le métier. Il faut aller voir ce que c'est parce qu'on a tous une représentation du métier d'enseignant qui peut-être ne colle pas à la réalité ou ne colle plus à la réalité. Et ça renvoie à une autre réalité, la difficulté des chefs d'établissement à recruter des enseignants et à recruter des suppléants pour des enseignants qui sont, pour X raisons, absents. Ce qu'on vit tous partout, on est d'accord. Ce qu'on vit tous partout. C'est une vraie question. Alors, pour moi, évidemment, ça fait partie d'un des plus beaux métiers du monde. Il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. Mais c'est quand même assez extraordinaire de voir dans les yeux d'un enfant, d'un gamin, d'un jeune, le moment où il a compris. À chaque fois que je vois ça, j'en ai des frissons rien de m'en parler. Ça, c'est magique. C'est magique. Donc, si c'est ça qui anime, foncez. S'il y a d'autres raisons qui animent, réfléchissez. Réfléchissez. C'est un métier de passion, c'est un métier d'engagement. Chronophage? Oh, mais non. Pas du tout. On n'est qu'à 18h, tout va bien. Mais c'est un métier de passion. Donc, qui dit métier de passion, dit métier chronophage, évidemment. Mais c'est un métier passionnant. Et on a des retours. Parfois, on prend un coup. Bah, voilà, ok, super, c'est pas grave. Je disais tout à l'heure, l'erreur. Ok. On avance aussi. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est aussi des choses qui font avancer, effectivement, qui stimulent énormément. Donc pour des personnes qui sont en L3 et qui se posent la question de savoir, alors c'est déjà très bien de se poser la question. J'aurais envie de dire, allez-y,
Regardez ce qui se passe. Poussez la porte d'une classe. Venez voir. Venez voir, hein. Strasbourg, rue de Verdun, institution Sainte-Clotilde, mon chef L'accueil. c'est Gilles Poirier. Vous lui passez un petit coup de fil, vous dites que vous voulez voir ce qui se passe chez Laurent Bescon, ma porte est toujours ouverte. Venez voir ce qui se passe. Venez vous rendre compte de ce que c'est. Venez vous rendre compte de la passion qui anime les enseignants. Venez vous rendre compte aussi des difficultés qui sont rencontrées par les enseignants. Parce que là, j'en parle. C'est pas un long fleuve tranquille, on est C'est d'accord. pas un long fleuve tranquille. En même temps, si c'était un long fleuve tranquille, je pense que j'y serais plus. Parce qu'on s'embête et on va faire autre chose. Donc voilà, donc c'est un super métier, mais il ne faut pas se leurrer. C'est pas un métier facile non plus, pour plein de raisons. Donc renseignez-vous, venez. Venez Allez passer voir. du temps. Et Venez passer du temps. C'est vraiment important. Super. Eh bien déjà un immense merci pour cette première partie. Et puis maintenant je vais vous inviter à des questions un petit peu plus intimes et personnelles. Puisque dans l'idée du podcast, on a aussi, qui s'intitule voilà, prendre du temps pour soi, s'arrêter. Ce qui est aussi intéressant, c'est à quel moment, où est-ce que vous avez eu cette conscience-là, à quel moment dans votre parcours vous vous êtes dit il est peut-être important que je me pose un peu et que je prenne soin de moi. Est-ce que ça vous est arrivé jusqu'à présent? Ça m'est arrivé ce matin. Ce matin, j'avais une réunion, justement, dans cette optique-là. Parce que je suis passionné et je suis incapable de dire non. J'étais incapable de dire non. Je suis en train d'apprendre à dire non. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Parce que je trouve que tous les sujets, en lien avec l'éducation, en lien avec le fait de faire avancer le schmilblick de l'éducation au sens large, pas que l'éducation nationale, pas que enseignement privé sous contrat, vraiment au sens large, ce sont des questions qui sont passionnantes. Mais à un moment donné, les journées n'ont que 24 heures. Il faut penser à dormir un petit peu. Et puis il y a plein d'autres contraintes, forcément, qui rentrent en jeu. Donc c'est une question qui est importante, voire fondamentale, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Et quand cet équilibre rentre dans un certain déséquilibre, ça peut être dangereux. Alors justement, c'était ça. Derrière la question qui venait pour moi, c'était quand la dernière fois vous avez pris du temps pour vous et votre famille, et surtout, qu'est-ce qui vous permet à un moment donné quand même de dire non ou de couper et de se dire je lâche un peu là. Comment on peut aider justement les... Le dernier temps pris avec ma famille. Rassurez-moi, ce ne sera pas diffusé sur les réseaux, ce que je vais dire là. Non, justement, c'est public après. D'accord, ok, tout va bien. Donc, vous répondez si vous avez envie. Oui, pas de souci. C'est une discussion que j'ai régulièrement avec mon épouse, qui a la chance d'être responsable de vie scolaire. Vous imaginez la vie de nos enfants, qui ont un prof de maths et une responsable de vie scolaire, le cauchemar. L'école à la maison. Oui, c'est ça. Et effectivement, le fait de couper entre les deux, c'est fondamental aussi, même si on n'y arrive pas forcément de façon quotidienne. Mais bon. Le dernier temps, alors pris avec ma fille, c'était lors d'un concours d'équitation il y a 15 jours, où j'ai passé effectivement du temps avec elle. Le dernier temps pris avec mon épouse, juste tous les deux, 3 petits points. C'est pas l'envie qui manque, ça devrait être une priorité, et souvent c'est une priorité qui passe au second plan, que ce soit de l'un ou de l'autre, peut-être plus de mon côté d'ailleurs. On s'est prévu quelque chose dimanche prochain, donc on va essayer de tenir. Petit marché de Noël à Strasbourg. Peut-être. Mais il y a déjà des choses qui sont rentrées en conflit avec, et donc pour l'instant on a tenu, on a dit non, on avait prévu de faire ça, donc c'est important. Le temps que j'ai pris avec mon grand, c'était pour faire du vélo sur le grand contournement ouest de Strasbourg, parce qu'il a été ouvert au vélo le week-end dernier, donc on a pris du temps aussi. Du temps en famille, c'est les enfants qui nous l'imposent en disant on part. Et ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans, 3 ans, c'était avant le Covid, voilà, on a un référentiel de temps, on a dit on part, parce que si on part pas, en fait, on trouve toujours des choses à faire et on n'est pas ensemble. Donc il y a cette obligation de prise de recul physique, changer de lieu, même avec la maison dans laquelle on vit, dans laquelle on est très bien. Vraiment le fait de dire ok, on s'en va, vraiment on s'en va, et on laisse tout sur place.
Et c'est difficile à dire, mais c'est un besoin. C'est pas évident, parce qu'on a besoin, quand on coupe, ça se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Ça s'apprend aussi de couper. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a toujours un laps de temps où on reste dedans, il y a un laps de temps où on coupe, et après il y a un troisième temps où on y retourne, même si on est déjà encore en vacances, entre guillemets. Donc voilà, on s'oblige à. Mais c'est une vraie réflexion, et c'est une réflexion qui en ce moment prend de plus en plus de sens. Et il y a des jours, exemple, vendredi qui vient, où je n'ai rien. Et c'est là où j'apprends tout doucement à dire non. J'avais la possibilité de rajouter des choses sur ce vendredi où il n'y a rien. Et j'ai dit non, il n'y aura rien. Donc on apprendra tous de temps en temps à dire non et peut-être à trouver une chose qui nous ressource les uns les autres. Oui, ou parfois même de ne juste Rien faire. De ne juste rien faire. De mettre son cerveau au repos. Et ça c'est fait du bien, fondamental. tellement il est stimulé. Alors, merci infiniment, Laurent, d'avoir risqué cette aventure avec nous. Alors, c'est loin d'être aussi simple de partager une expérience professionnelle derrière un micro. Vous nous avez permis de changer de regard et de représentation sur votre métier de professeur et sur la manière dont vous cheminez avec vos élèves au jour le jour. Osez la confiance, tisser des liens soutenants avec les jeunes qui vous sont confiés, les amener à se connaître mieux et à se constituer un bagage pour poursuivre dans le supérieur, voilà le chemin qui est emprunté. Un métier en constante évolution qui ne pourra porter ses fruits qu'en travaillant main dans la main avec les familles. Et si l'enjeu était d'entrer dans un compagnonnage mutuel et confiant au service des jeunes. Merci beaucoup. Vous trouverez sous le podcast notre rubrique Pour aller plus loin qui vous permettra, si vous le souhaitez, de poursuivre la réflexion. Bibliographie et liens vers des sites et des vidéos seront à votre disposition. On demandera à Laurent de nous offrir tout ça. Avec plaisir. Merci à tous, merci Laurent, à bientôt. Merci à vous, j'étais ravi de partager ce moment avec vous.